Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, pour le numéro 147 du menu crowdfunding, et aujourd'hui, vous pouvez le voir, petit col en V, je suis sur le niveau BHL de l'échelle de la virilité, ce qui n'est pas hyper flatteur en soi, mais bon, que voulez-vous, il fait chaud. D'ailleurs, je brille un petit peu, je scintille de mille feux, c'est beau. Merci la caméra 4K. Du coup, nouveau menu crowdfunding, comme les 3 dernières semaines, c'est le mois d'août, fin juillet, début août, c'est quand même une période assez plate, il faut bien l'avouer, c'est un petit peu Waterloo, morne plaine, il n'y a pas des masses de campagne, et pour vous le dire directement, il n'y aura pas de dessert cette semaine à nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas encore le menu, on fait entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt pour les campagnes actuelles, sauf que cette semaine il n'y aura pas de dessert, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de matière en fait à présenter, subjectivement parlant, il n'y a pas de projets qui m'ont vraiment super intéressé. Du coup, entrée oui, plat quelques-uns oui, mais dessert non. Du coup ça va être encore une fois relativement rapide, certainement aux alentours de 45 minutes, peut-être un petit peu moins, on verra bien. Du coup, sans plus tarder, on se lance. 12e campagne depuis le début de l'année 2024 pour Compass Games. Au bout d'un moment, qui fait ça les gars? Faut arrêter de prendre votre mère pour une tasse à café, j'ai envie de dire. Parce que là, bon, 12 campagnes en 8 mois, c'est quand même assez impressionnant, toujours sur des wargames, c'est la spécialité de Compass Games, et c'est à nouveau le cas avec Grant, qui nous replonge dans la guerre civile, la guerre d'indépendance des États-Unis, donc 1862 de Western Campaign, et donc un jeu sur la guerre civile pour 2 joueurs, 14 ans et plus, complexité médium, pour des parties de 2 à 6 heures. Faut prendre un petit moment quand même, et c'est toujours avec la direction artistique habituelle, donc assez terne, il faut bien l'avouer, mais ça a ses fans. Les wargames, c'est pas forcément ma cam a priori, je me suis pas vraiment plongé dans le sujet, mais en tout cas, il semblerait que Compass Games fasse partie quand même des références dans la matière, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même plus d'une campagne par mois sur Kickstarter, même si encore une fois, les scores sont généralement assez confidentiels, on est à moins de 100 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec un petit PNP, ma foi, très joli. J'apprécie beaucoup la DA, un petit peu à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, c'est pas les années 80-90, ou plutôt les années 80-90, mais d'il y a 400 ans, vous voyez. Avec Transcribe, The Art of Alchemy, 150 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne, 842 € d'engrangés, parce qu'il s'agit d'un print and play, donc en gros, on dépense pas des masses, pour un petit roll and write, avec une allure vraiment antique, quasiment, j'ai envie de dire. On est presque sur du manuscrit, j'ai envie de dire. Et c'est bien joli, j'aime bien. Après, bon, ça reste un roll and write relativement classique, avec des jets de dés, des choix en fonction des résultats qui vont nous permettre de nous orienter plus ou moins sur une piste d'alchimie. J'aime bien la thématique, j'aime bien la direction artistique. En plus de ça, c'est le premier projet de Real Magic Studios qui nous vient d'Australie, apparemment, c'est ça, d'Australie. J'aime bien, donc ça fait peut-être partie des rares PNP que je considérerais potentiellement pour un petit bac. Considérez, c'était ici un anglophone, un anglicisme, pardon, excusez-moi pour ça, mais je réfléchis, je songe éventuellement à le baquer, peut-être, on verra bien. L'avantage avec les PNP, c'est que c'est toujours très accessible en termes de sous à sortir, en fait, tout simplement, en termes de tunas, disons-le clairement, puisque là, on est à 5 €, bon, c'est un petit peu comment dirais-je, la marge haute du print and play, bon, mais bon, 5 €, ça reste quand même fondamentalement peu de choses, et j'aime bien la thématique, j'aime bien la DA, j'aime bien ce que propose ce projet, qui en plus de ça va être quand même un premier projet pour cet éditeur, donc voilà, à suivre. Je pense que je vais aller mettre tout de suite mon petit follow sur l'éditeur, voilà, s'abonner, comme ça. Si vous voulez être au courant de tous les projets créés par les éditeurs que vous appréciez, ou par les projets backés, soutenus par les éditeurs en question aussi, vous n'hésitez pas à vous abonner à leur page. C'est aussi comme ça que je reçois pas mal de notifications de projets que j'avais au préalable pas vu venir. Voilà donc pour ce qui est de Transcribe, un petit run write relativement classique, mais avec une DA et avec une thématique qui me semble plutôt sympatoche. 150 contributeurs, disais-je donc, pas de VF malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, il n'y a pas beaucoup de texte non plus, faut être honnête, c'est pas très complexe. 150 contributeurs, 14 jours avant la fin de la campagne.
Petit détour du côté de chez GameFound avec encore une fois une thématique assez intéressante qu'on voit de temps à autre mais quand même pas très souvent, faut être honnête, avec Dr. Leichenberg, Apothecary of Remedies, pas facile à prononcer tout ça. Donc le thème médical mais un peu à l'ancienne là encore une fois, on est sur du 19e siècle à mon avis, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça, ouais, 19e siècle, on est en 1800, dans les années 1800 en tout cas, et pour l'instant sur GameFound, bon, c'est pas le gros succès pour Harumph Games, puisqu'on est à 108 backers, 6000 $ d'engrangés sur 10 000 nécessaires, donc on a un peu plus de 60% de financement. Ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, il reste encore 15 jours, ça peut se faire, ce sera pas le succès du siècle, très clairement, ni même de l'année, ni même du mois d'août, et pourtant il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais quand même, encore une fois, j'aime bien la DA, j'aime bien la thématique, c'est pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 45 à 90 minutes, pour 13 ans et plus, mais en réalité c'est relativement accessible, j'arrive pas jusqu'à dire que c'est familial, mais c'est pas très complexe, et bien sûr, vous allez recevoir donc des symptômes, des cartes de maladies diverses et variées, et vous devrez avoir à cœur simplement de les soigner avec différents types de remèdes, voire même de chirurgie. On voit ici de l'amputation avec une scie, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Mais il y aura aussi des méthodes un petit peu plus à la cool, avec des petits dragées, des petites pommades, etc. Donc voilà, j'aime bien la DA, qui fait très à l'ancienne, mais thématiquement parlant, ça fait sens. Et puis pour le reste, ma foi, ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un ornithorynque du Grand Nord, mais j'aime bien malgré tout le côté un petit peu gestion de main qui peut, je crois, se jouer en compétitif comme en coopératif, si mes souvenirs sont bons. Compétitif, coopératif, voilà, les deux sont disponibles, ça c'est bon à savoir. Pour le reste, on est sur un jeu avec de la gestion de main, avec de la gestion de simili ressources, on va dire, petite course au point, quelques jets de dés par-ci par-là. J'aime bien la thématique, encore une fois, j'aime bien aussi l'ADA, ça coûte pas horriblement cher, on est à 45 $ pour le jeu de base, il y a une mini-extension à 5 $ pour ceux que ça pourrait intéresser également. Voilà pour ce qui est des frais de port, hein, je passe puisque de toute façon vous le savez, les entrées chaque semaine, je vais vraiment dans le vif du sujet directement, hein. Je ne vais pas passer trop de temps sur chacun des projets. Donc voilà pour ce qui est de Dr. Leichenberg's Apothecary of Remedies, 110 backers, 63% de financement pour l'instant, mais il reste encore 2 semaines. On retourne sur Kickstarter cette fois-ci pour la campagne de Blackbeard's Lost Fleet, un petit jeu de deck building et de placement d'ouvriers qui pour l'instant encore une fois galère un petit peu, hein, galère, bateau, fun, lols. 64 contributeurs, 8000 € d'engrangés, bon ça peut encore se faire mais comme pour le projet précédent c'est un petit peu compliqué, il reste 16 jours avant la fin de la campagne, on notera aussi que c'est Made in Europe, ça change un petit peu, hein, c'est quand même les 90-95% des campagnes qui sont ensuite produites dans les usines de Chine. Là pour le coup ce sera produit en Europe puisqu'il s'agit d'un projet polonais. C'est le deuxième projet d'ailleurs de Taberna Vagandis Publishing. Quel était leur premier projet? Parce que je me souviens pas du tout du nom. El Generale, It's Time to Run. Ok, des Polonais qui parlent de Cuba visiblement. Pourquoi pas? Mais non, je connaissais pas du coup. Et donc Blackbeard's Lost Fleet, comme je l'ai dit, un petit jeu de deck building et de placement d'ouvriers avec bon une DA qui est pas vilaine. Le matos a l'air d'être relativement classique, mais pas dégueulasse. Est-ce qu'il y a de l'IA? C'est pas impossible. J'ai pas checké dans les détails. Mais bon, sur le papier, j'ai envie de dire ça pourrait être une bonne surprise, un petit peu passé inaperçu, pas un jeu que j'irais backer bien évidemment, mais je trouve que globalement ça présente pas trop mal, ça a un petit côté amateur premier projet, c'est pas leur premier projet mais ça a l'allure d'un premier projet qui vraiment a besoin pour le coup du financement participatif pour pouvoir espérer voir le jour. Donc il y a un certain petit charme malgré tout, d'autant plus qu'on a aussi des petits éléments de deluxification par-ci par-là avec des coffres en bois, des tonneaux, enfin des barriques, des pièces également en métal, donc ouais, il y a moyen de faire un truc plutôt sympatoche, même si pour l'instant encore une fois le jeu galère un petit peu à trouver son financement. 64 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne. On reste sur du petit projet, toujours en print and play, toujours en roll and write, ou ici pour le coup roll and color, donc roll et colorier, avec Hive. Visuellement ça ressemble un petit peu, pas beaucoup mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Transcribe, donc du coup j'aime bien, parce que tout à l'heure j'aimais bien la DA de Transcribe, bah ici j'aime bien la DA de Hive. C'est pour 1 à 2 joueurs cette fois-ci, c'est assez rare pour les roll and write en print and play qui proposent généralement du 1 à 99 joueurs, là c'est pour 1 à 2 joueurs clairement, pour des parties d'environ 40 minutes,
pour 10 ans et plus, et c'est à 5$ pour le print and play, et cette fois-ci, on ne va pas faire de l'alchimie, mais on va voler avec des petites abeilles, et c'est mignon comme tout, et on va faire du coloriage. Là par contre, je suis beaucoup moins fan, mais bon, pour ce qui est de ne pas dépasser d'une case, ça va, je maîtrise à peu près maintenant. Ça nécessitait beaucoup d'entraînement. 130 contributeurs, 1000€ d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne, et vous le voyez peut-être ici, le petit drapeau français qui nous signifie que la campagne sera disponible en VF, en tout cas les règles, j'imagine, seront disponibles en PDF lors de la livraison du projet dans sa globalité, par mail, j'imagine. Et encore une fois, hein, vraiment, les plateaux de joueurs sont plutôt classe, j'aime beaucoup. Là par contre, ça se prête mal, c'est vrai, au fait de plastifier son print and play comme je le fais maintenant, enfin, quand je le fais maintenant, j'ai l'impression que je le fais souvent, mais non, le peu de PNP que je back, j'ai tendance à les plastifier pour ne pas avoir à les réimprimer de manière assez régulière, sauf que là, comme il s'agit de coloriage avec des crayons de papier, enfin des crayons de couleur, ça va être un petit peu galère, donc c'est un petit peu chiant de ce point de vue là, mais ceci dit, au-delà de ça, j'aime bien le principe, c'est assez joli encore une fois, il y a moyen en plus que ce soit très coloré à la fin de la partie, donc pourquoi pas avec des enfants, ça peut être assez fun aussi, d'autant que c'est encore une fois relativement accessible, à partir de 10 ans et plus, c'est pas outrageusement compliqué, et pour les amateurs de roll and write, ça peut être encore une fois une alternative à tous ceux qui sont déjà sortis par le passé, même si fondamentalement je ne suis pas persuadé que ça change énormément de choses aux autres jeux qu'on a pu voir jusqu'à présent, si ce n'est que, si j'ai bien compris, j'ai checké il y a 2-3 jours, j'ai un peu oublié entre temps, je crois qu'on joue sur un seul et même plateau, enfin une seule et même fiche on va dire, mais donc il y a une sorte d'interaction permanente en fonction des aires qu'on va chercher à contrôler pour le nectar et ainsi de suite, mais bon j'ai un petit peu oublié entre temps pour être tout à fait honnête, donc à voir. Mais le truc assez intéressant aussi, c'est que comme beaucoup de roll and write de ce genre là, vous allez avoir pas mal d'effets en cascade en fonction des combos que vous allez réussir à déclencher. Donc voilà pour Hive, assez joli, je crois que c'est 5$, encore une fois 5$ pour le jeu. Est-ce qu'il y avait éventuellement d'autres pledges avec genre des micro-extensions? Hive All-In Pledge, 9€, alors ça fait quoi ça? 5 niveaux de difficulté variables, donc des plateaux un petit peu différents. Pour 2 joueurs, Hive Lifetime Merchant License, ah oui donc ça c'est plutôt pour les boutiques qui voudraient vendre le projet en physique entre guillemets une fois les avoir imprimés, donc c'est pas pour les backers a priori qui suivent cette émission. Voilà donc pour Hive, 130 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne et VF qui plus est. Amateur de Catan, de Carcassonne et compagnie, plutôt de Carcassonne d'ailleurs, j'ai une connerie, Gnome Village pourrait être un truc pour vous éventuellement, where adorable gnomes build their dream homes, donc village des gnomes, là où ils bâtissent les maisons de leurs rêves, encore un projet hollandais, on en voit quasiment un par semaine ces derniers temps, c'était assez rare jusqu'à quelques temps, mais ces derniers temps, on en voit quand même beaucoup, et ça en est encore un, cette fois-ci il nous vient de Alkmaar, et de, Alkmaar c'est plutôt une prononciation à l'anglaise, je sais pas comment on prononce le hollandais, j'imagine que c'est assez proche de l'allemand, Alkmaar, je sais pas. Marine 2, premier projet pour cet éditrice, Marine 2 Kneppers, peut-être plutôt une femme, je ne sais pas. Troisième projet soutenu, mais premier projet créé. Ouh, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Premier projet, et donc Gnome Village, 212 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, c'est déjà financé. Bon, le seuil de financement était bas, mais quand même, 212 contributeurs en moins d'une semaine de campagne pour un primo-éditeur hollandais un petit peu sorti nulle part, ma foi, c'est pas si mal. On est sur un jeu de placement de tuiles, c'est pour ça que j'évoquais aussi Carcassonne, pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, donc relativement accessible, et voilà, visuellement ça ressemble quand même à beaucoup de jeux façon Carcassonne, où on va poser des tuiles, et au fur et à mesure, on va élargir le village que l'on va construire avec nos gnomes, et bien sûr plein de combos à aller imaginer en fonction de la façon dont vous allez poser les tuiles, les bonus dont vous allez pouvoir disposer en fonction, là encore une fois, de l'agencement des tuiles, avec une DA relativement choupie qui plaira aux plus jeunes certainement, une DA plutôt satisfaisante, j'ai envie de dire. Des règles très simples, très accessibles, mais avec une petite profondeur stratégique malgré tout, avec le contenu que vous voyez ici, hein, donc essentiellement des petites tuiles pour aller élargir votre village, avec des routes, des champignons, des maisons champignons on va dire, des petites pièces en carton pour le coup, essentiellement des cartes, micro-extensions aussi pour avoir les gnomes sérigraphiés, pour avoir un petit élément de deluxification on va dire, mais pour le reste,
c'est relativement classique en termes de gameplay, mais ça peut être relativement satisfaisant. À voir, à suivre. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez. Malheureusement, pas de VF disponible pendant cette campagne à minima, on va dire. Peut-être qu'à l'avenir, s'il y a un beau succès, mais a priori, bon, ça va être quand même une campagne relativement modeste, qui va quand même peut-être chercher les 500 contributeurs d'ici la fin de la campagne, malgré tout. Donc dans environ 4 semaines, et pour l'instant, 212 contributeurs, 8500 € d'engrangés. On mentionne très brièvement Locked Out, très brièvement parce que bon, 57 contributeurs, bon là ça galère un petit peu, hein. Bon, on va pas non plus se pendre parce que la corde est gratuite, hein, mais quand même, Locked Out, ça marche pas super bien, on va dire. Il s'agit d'un petit jeu de bluff et de stratégie pour 57 contributeurs actuellement, 26 jours avant la fin de la campagne, 1600 € d'engrangés. Bon, ça fait quand même 60% environ de financement, c'est pas si mal que ça compte tenu du faible niveau de financement nécessaire requis pour espérer financer, mais c'est vrai que la campagne est pas super sexy non plus. Le peu que l'on peut voir en termes de composants, bon, sur la table ça fait pas d'effet waouh, c'est beau. Non, ça fait plutôt un effet première campagne, alors qu'en fait non, c'est leur 8e projet de Bearded Board Games, et encore une fois, je ne me souviens pas du tout les avoir vus. Ça vient des États-Unis, et qu'est-ce qu'ils avaient fait avant? Fences, Shark Hunt, Fences 2 fois annulé, Fence 4 fois annulé au total. Ouh, ça pique ça quand même. Il avait finalement financé lors de sa dernière tentative, et c'était quand ça? Parce que je me souviens pas du tout. Fences, c'était septembre 2022, j'en ai peut-être parlé à l'époque, mais j'ai oublié. 150 contributeurs, ça avait financé. Est-ce que Locked Out va mieux s'en sortir? Un petit peu compliqué à dire, mais bon, la page de campagne est quand même très amateur, hein. Vraiment c'est un petit peu fait avec les pieds par un cul-de-jatte, mais bon, on va lui laisser une chance malgré tout. Si vous aimez les jeux de stratégie, de bluff, bon, ça peut éventuellement vous tenter, mais c'est vrai que la campagne ne présente pas du mieux, quoi. On va dire que ça parle pas beaucoup, ça n'évoque pas grand chose, ça ne montre pas vraiment ce à quoi le jeu ressemble une fois sur la table, en termes de sensations, etc. Bon, vous me direz ce que vous en pensez pour Locked Out. Autre projet qui galère méchamment, c'est The Season, pourtant 2e édition, donc réimpression avec un nouvel aspect visuel, et pourtant ça galère méchamment. C'est un jeu d'amour, d'intrigue amoureuse, on va dire, à l'époque de la Régence, Régence anglaise, si je ne me trompe pas la Régence française, non, anglaise, c'est bien ça. Alors la Régence anglaise, du coup, c'est quand? Parce que la Régence française, à la limite, je peux situer à peu près, mais la Régence anglaise, bon, visuellement, ça ressemble à du 16, 17, peut-être 17e, 18e siècle. Va savoir. 43 contributeurs. Là, encore une fois, ça sent un peu le pâté, ça sent le sapin, ça sent la cagette, quelque part. 3433 € d'engrangés sur 16 000 nécessaires. Là par contre, autant vous dire que le financement, non, ça va pas y aller, hein. Ça sent le triple loot sous piqué avec atterrissage sur la gencive. 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 90 à 120 minutes la partie pour The Season, qui pourtant, le projet de Dinky Board Games de Las Vegas à l'époque, avait financé lors de sa première édition, première tentative on va dire, avec 250 contributeurs quand même, ce qui est pas rien. À l'époque, c'était en 2023, moi je m'en souviens pas du tout, je sais même pas si je l'avais traité à l'époque, ça fait environ 1 an. Du coup, ça veut dire que les stocks se sont écoulés, ils refont une nouvelle impression avec un aspect visuel vraiment bien retravaillé, même si ça reste très kitsch pour mes goûts, mais pour autant, ben, ça prend pas du tout, hein, vous voyez, 43 contributeurs, on n'ira pas chercher les 250 de la première fois par exemple, même s'il reste encore 29 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu de stratégie, de gestion de main, avec des plateaux individuels également, des petites pièces par-ci par-là. Bon, je suis pas hyper convaincu. Il y a une petite sorte de draft aussi qui est pas inintéressant sur le papier, mais bon, qu'est-ce qui vient vraiment le différencier des autres jeux de cet acabit, si ce n'est l'aspect très kitschose des cartes, hein. Bon, pour être tout à fait honnête, je ne saurais pas vous le dire. Il y a même une extension Jane Austen, donc l'auteur de comment ça s'appelle en français, Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés, je crois que c'est ça, il me semble, en français. J'avais lu en anglais, mais j'ai un peu oublié entre temps. Donc voilà pour ce qui est de Season. Combien ça coûte? J'ai oublié. Ça coûte 32 € pour la Countess's Collection, The Earl's Ensemble, 41 €, 55 pour The Austen Admirer Bundle, 73 pour The Regency Revelry Trio,
trial. Ouais, il y a trop de pledge. Oh là là. Ok, 35, 45. Qu'est-ce que ça vient ajouter de plus? Ouais, même pas la différence. Hein. Access to the Pledge Manager, Second Edition, ouais, c'est la même chose. Ok, allez savoir. Parce qu'il n'y en a que 25. Ok, c'est une édition entre guillemets limitée. The Austin Myers Bundle. Ça vient ajouter l'extension Jane Austen. Ok. Regency Rival. Ouais, je passe trop de temps, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. Le projet ne va pas financer. On zappe, on va passer très rapidement. J'ai déjà pris trop de temps pour parler de The Season qui objectivement va pas financer. Donc voilà, 29 jours avant la fin de la campagne, 43 contributeurs, ça sent un peu le sapin, soyons honnêtes. Mais bon, la thématique au moins avait le mérite d'être originale. Peut-être que la première édition a finalement pas tellement conquis le public que ça. Dernière entrée de la semaine, et là vraiment c'est parce qu'il n'y a pas grand chose cette semaine que je me permets de la mentionner, parce qu'en vrai sur une semaine normale je l'aurais même zappé en réalité, tellement il y a peu de backers. Il y a 16 backers, 500 € d'engrangés sur 15 000 nécessaires, on est à 3% du seuil de financement. 3% c'est rare de voir un projet qui souffre autant, hein. Je veux dire, là ça pédale dans la smoule. The Art of War Card Game. Un jeu de stratégie, de cartes, qui s'inspire fortement apparemment du Gwent, donc le jeu de cartes dans l'univers de The Witcher, dans le The Witcher 3 en tout cas. Apparemment c'est très fortement inspiré par le Gwent, sauf que le Gwent a déjà une version jeu de cartes en physique, donc l'intérêt de The Art of War est quand même assez minimal, parce que du coup le jeu de Gwent existe en physique, et en plus de ça, donc au-delà de ne pas avoir la licence, du coup il a l'air d'être tellement inspiré par The Gwent, mais sans la licence, que du coup on se pose la question de l'intérêt véritable de cette campagne, et du coup les joueurs ne s'y trompent pas des masses, puisqu'il n'y a que 16 backers. Si vous retirez les amis et la famille, ça fait pas grand monde. Bon, ça vous tente éventuellement, parce que finalement la DA est quand même pas vilaine, même si elle est très classique, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, il y a quand même beaucoup de texte aussi, soyez vigilants à ce niveau-là, beaucoup de texte, pas de VF, donc bon, voilà. Mais ça coûte pas outrageusement cher non plus, hein, c'est à 29,99€, 29, oui c'était euros, pas dollars, 29,99€ pour le pledge de The Art of War, petit jeu de cartes de gestion de main stratégie qui pour l'instant n'a vraiment pas trouvé son public. Du coup, c'était la dernière entrée de la semaine. On va maintenant pouvoir passer au 1, 2, 3, 4 plats principaux et ce sera fini. Ouais, très court ce menu, je l'ai dit. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas parlé de PNP. Non, je déconne. On en parle chaque semaine. Mais ça fait quelques temps qu'on n'avait pas parlé par contre de Postmark Games, qui est un des éditeurs les plus mis en avant pour ce qui est des PNP depuis environ 2-3 ans. Postmark Games, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou pour ceux qui les auraient oubliés potentiellement, c'était l'éditeur entre autres de Voyages, qui était très sympa, dont on avait fait une review à l'époque, Xavier et moi-même, et on l'a pas ressorti depuis très longtemps, alors que franchement il est très sympa. Donc il faudrait qu'on le tente, mais malheureusement c'est le destin funeste de beaucoup de PNP chez nous. On les imprime puis on les oublie parce qu'il n'y a pas de boîte en fait, donc on les oublie très facilement. Il y avait aussi Aquamarine qui avait l'air sympatoche, mais la DA et la thématique m'attiraient moins. Il y avait Waypoints qu'on a beaucoup aimé, par contre celui-ci on l'a beaucoup sorti, on a fait peut-être 15-20 parties avec Xavier, c'est très sympa, faudrait qu'on le ressorte aussi dans un avenir proche parce qu'on l'aime beaucoup, c'est très chill, un côté parks, promenade, très cool. Battle Card nous attirait pas, donc on l'a pas backé, mais du coup ils reviennent avec leur 5e projet, cette fois-ci en collaboration avec Joey Games, pour Koala Rescue Club. Bon, le nom l'indique parfaitement, hein, vous allez aller à la rescousse, au secours des petits koalas. C'est un jeu qui vous coûtera 6$, donc environ 5€ on va dire, c'est pas une prise de risque monumentale, et pour l'instant, comme souvent avec Postmark Games, c'est un très beau succès. On voit actuellement 1500 contributeurs sur la campagne, 8 jours avant la fin de cette dernière, et 8673€ d'engrangés, c'est donc largement financé. C'est très accessible, puisque vous le voyez, c'est à partir de 6 ans et plus qu'on pourra sortir Koala Rescue Club, pour 1 à 100 joueurs, comme souvent les Roll and Write en print and play. C'est tout, ouais, puis il n'y a pas de... Qu'est-ce qui manque encore? La durée de partie. La durée de partie n'est pas inscrite, là. J'arrive pas à retrouver ça. Non, mais a priori, ça doit pas durer très longtemps. Il me semblait l'avoir vu quelque part. Bon écoutez, c'est pas grave, à mon avis ça prend pas plus de 20-30 minutes, grand max à mon avis. Et donc comme j'ai dit, un petit roll and write avec là encore une fois aussi des combos en cascade, puisque par exemple vous avez des lignes ou des colonnes qui vont venir vous
permettre d'obtenir des bonus une fois complétés. Donc bien sûr, il faudra essayer de gérer le timing de manière optimale pour déclencher ces effets dévastateurs et super jouissifs. C'est un peu le truc jouissif dans ces jeux-là de roll and write avec des petits combos façon bingo, on va dire, hein, des lignes et des colonnes. C'est très satisfaisant quand on réussit à le timer parfaitement et à en retirer les meilleurs effets possibles. Bon, au-delà de ça, c'est certainement la thématique qui me parle le moins dans tous les projets de Postmark Games à ce jour, donc je vais clairement pas aller le baquer, mais ceci dit, les quelques projets de Postmark Games qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, Xavier et moi-même, étaient tous très très cool. Donc si vous êtes amateur de print and play, de run write, potentiellement jouable en famille avec des très jeunes, ça peut être une idée sympatoche. D'autant plus que ça vous coûtera pas très cher encore une fois. 8 jours avant la fin de la campagne, près de 1500 contributeurs d'ores et déjà sur la campagne de Koala Rescue Club. On peut imaginer qu'il y aura une VF d'ici la fin de la campagne. Pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas été annoncée, mais c'était souvent le cas pour les jeux de Postmark Games jusqu'à présent. Il y avait souvent une VF, donc il y a quand même bon espoir. Quel sera le jeu solo du mois? C'est un petit peu la question maintenant qui revient chaque mois, depuis 6-7 mois, depuis que Gabe Barrett, chaque mois sur GameFound, lance un nouveau projet de jeu en solo. Les plus récents ont été d'ailleurs assez intéressants, ils sont très très variés, très très éclectiques. Les plus récents, on avait eu Dyson Crusoe, on avait eu Quests Over Coffee, que Xavier devrait recevoir très prochainement. Il y avait Rome Fate of an Empire, Hunted de nouvelle saison, Okinawa The Last Battle of World War II, The Cursed Castle le mois dernier, et du coup il nous revient cette fois-ci avec un jeu de baseball. Donc autrement dit, pour ce qui est du public européen, ça va être assez modeste. J'imagine que le jeu fera moins bien que pas mal de projets qu'on a vu ces derniers mois, parce que encore une fois c'est quelque chose qui parle essentiellement au public nord-américain, un petit peu asiatique vite fait, mais européen pas tellement. Pour indication, les derniers projets tournaient souvent aux alentours de 40, 50, jusqu'à 80 000 $ environ, 55, 53, 88, comme quand même pour Rome Fate of an Empire, 60 000, 47 000, 47 000. Donc je pense que ce sera certainement un petit peu moins pour Seventh Inning Stretch, le jeu solo du mois de chez Gabe Barrett. 13 jours avant la fin de la campagne, on est actuellement à 736 contributeurs, mais ça fera beaucoup moins que les jeux précédents. C'est pour 1 à 2 joueurs, 30 minutes la partie. Si vous jouez à 2 joueurs, c'est compétitif, ce n'est pas coopératif, mais vous pouvez fondamentalement jouer en solo, comme tous les projets Solo Game of the Month, hein, par définition, bien évidemment. Je ne sais pas si ce sera au niveau de Baseball Highlight 2000, je sais plus quoi, qui est quand même un peu le jeu référence de baseball solo, apparemment, même si j'ai jamais pu le tester. Mais est-ce que Seventh Inning Stretch sera plus ou moins au même niveau, ou sera aussi intéressant? Bah, ma foi, difficile à savoir pour l'instant, mais sur le papier, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis pas du tout fan de baseball. Je suis allé 2 matchs de baseball au Japon depuis que j'y vis, et je me suis ennuyé tel un petit rat mort. Mais que voulez-vous, c'est un sport qui ne plaira pas à tout le monde, comme chaque sport j'imagine, mais je m'y suis éclaté à peu près autant que devant une retransmission de curling. Voilà pour ce qui est du contenu, quelques petits pions, quelques petits dés, des petits marqueurs de tokens, etc. Des cartes pour les joueurs que vous pourrez être amenés à utiliser. Hein. Ici on a Jamal Turner, Tony Benson par exemple. Je ne sais pas si ce sont de vrais joueurs, parce que vraiment je n'y connais absolument que dalle. On va pouvoir manipuler aussi les résultats des dés, notamment via des cartes. Les effets sont inscrits en bas. Il n'y a pas de texte sur les cartes, si ce n'est le nom des joueurs. Il y a un petit peu de texte parfois, certes, mais ça reste très très abordable, y compris pour les gens qui ne seraient pas des grands amis de la langue de Shakespeare. 24 $ pour le pledge de base, 5 si vous le prenez en print and play, parce que c'est souvent possible également pour les jeux de Gabe Barrett. Enfin pour l'éditeur Gabe Barrett, parce que là le jeu pour le coup il est fait par Justin Schroeder. Les frais de port, 5 € pour l'Asie, 6 pour le Canada ou pour l'Union Européenne. C'est quand même très généralement le cas pour les jeux Solo Game of the Month, avec des frais de port qui sont relativement friendly pour l'entièreté de la planète. Il y a de ça environ 1 an, j'ai envie de dire, on va aller vérifier ensemble, ça coûte rien. Bloodstone, voilà, c'était ici. Wallace, donc comment s'appelait, Martin Wallace, le créateur entre autres de Brass, son jeu le plus connu à ce jour, eh bien il avait pondu Bloodstones, qui avait quand même
malgré tout, malgré la présence sur GameFound, qui est quand même pas la plateforme qui rameute le plus de gens, avait malgré tout réussi à attirer 2120 backers sur le projet. C'était quand? Là malheureusement c'est jamais écrit sur GameFound, mais ça date un petit peu, ça fait plus d'1 an à mon avis. Et du coup, il revient pour une seconde campagne de Bloodstones avec une extension Dwarves and Djinn, autrement dit les nains et les djinns, donc de nouvelles factions que l'on pourra être amené à contrôler dans ce jeu de contrôle de territoire et de stratégie, qui ressemble à ça, un petit peu à ça, voilà, visuellement, avec des petites tuiles en plastique assez charmantes. C'est pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, pour environ 2h30 partie. C'est un jeu un petit peu long, il faut bien en convenir. Et vous l'avez peut-être entreaperçu ici, David Turczi est présent sur cette campagne. Il s'est occupé du développement du mode solo, vous vous en serez douté. Et donc 2 nouvelles factions, un mode solo composé par David Turczi, autant de raisons qui font que si vous ne vous êtes pas encore penché sur le sujet de Bloodstone, c'est peut-être le moment de le faire. En tout cas, 1180 backers sont sur le coup pour l'instant, 16 jours avant la fin de la campagne. On peut imaginer un score relativement similaire à la première campagne, mais donc il ne va pas le dépasser, malgré la réimpression, plus l'ajout de factions, plus l'ajout d'un mode solo avec un grand nom derrière. Bon, peut-être que le jeu a un petit peu de mal à trouver sa place, peut-être qu'il est un petit peu cher aussi, peut-être qu'il est très long aussi, hein, 150 minutes quand même, 150 minutes c'est quand même un poil long, mais bon, sur le papier ça reste relativement intéressant. À voir dans la pratique ce que ça vaut, ce que ça donne. Est-ce que quelqu'un parmi vous a éventuellement testé Bloodstone? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes intéressé par une potentielle extension avec mode solo de David Turczi? Pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, il y a quand même un reprint, donc c'est aussi une campagne de réimpression pour les 6 premières factions déjà présentes à l'époque. Avec en plus de ça un matériel plutôt satisfaisant. Les tuiles sont quand même assez jolies de manière générale. Il y a même des porte-tuiles, des supports de tuiles on va dire, à l'effigie du jeu. C'est plutôt classe, les sacs sont plutôt sympatoches aussi. Voilà les nouvelles factions qui sont présentées brièvement, avec bien sûr pour chaque faction des tuiles qui sont un petit peu asymétriques, hein. Elles ont chacune des spécificités qui les différencient les unes des autres. Alors les pledges rapidement, The Mountain King's Pride, 105 $, ça fait chéro, d'autant plus qu'il ne s'agit que de l'extension Dwarves and Djinn, auquel on va quand même, à laquelle on va ajouter quand même Army Markers, donc des marqueurs deluxifiés en plastique, tile holders, donc les supports de tuiles là aussi en plastique, et puis les battle bags, donc les petits sachets pour contenir les tuiles. Donc en gros c'est 105 $ pour l'extension, plus pas mal d'éléments de deluxification. Si vous voulez uniquement l'extension of Sand and Shell, c'est 55 $. Et pour ceux qui voudraient l'extension plus le jeu de base, ce serait le pledge The Deep Holes, jeu de base plus extension, 144 $. Ça fait quand même assez cher pour un jeu qui, en termes de qualité de production, n'est pas non plus à des hauteurs stratosphériques. Je trouve que le prix est quand même un petit peu élevé, même si les tuiles sont classe, que les sacs sont classe, effectivement, d'accord, mais ça me semble quand même un petit peu surévalué à mon avis. Et si vous ajoutez par-dessus en plus de ça la deluxification, là c'est le pledge de Djinn's Horde, 200 $, ça fait quand même très cher. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis pas hyper convaincu par le pricing, donc comment dire, la décision concernant le prix, la valeur évaluée du pledge me semble un petit peu surévaluée. Voilà, pour le reste, hein, contrôle de territoire, factions asymétriques, avec unité asymétrique, stratégie, ça peut être très intéressant honnêtement. C'est du Martin Wallace, donc il y a quand même du beau pedigree derrière, hein. Mais bon, a priori c'est quand même un poil cher, il n'y a pas de VF non plus, sachez-le. On va quand même passer brièvement sur le shipping. Canada 18 $, Union Européenne, please click to see country specific pricing. Il faut cliquer pour avoir, j'imagine, un Excel, voilà, pour avoir le truc en détail. Donc voilà, la ligne Belgique qui est ici. Vous avez la ligne France qui est ici, vous avez quoi, la Suisse potentiellement, Monaco aussi, Monaco est là, la Suisse est là, donc voilà, à vous de voir parmi les différentes lignes qui pourraient vous concerner, ce qu'il en est des frais de port, pardon. Et puis pour nous qui sommes au Japon, il y a China et il y a Hong Kong, mais il n'y a pas le Japon, donc peut-être qu'on n'est pas livré, je ne sais pas. De toute façon, je ne comptais pas spécialement le baquer, mais quand même c'est un petit peu décevant.
Voilà pour ce qui est de Bloodstone's Dwarves Engine, un peu chéro, mais sur le papier ça peut être intéressant malgré tout. 1180 backers, 16 jours avant la fin de la campagne. Et le dernier projet de la semaine, il est actuellement en cours de campagne sur BackerKit, ni GameFund ni Kickstarter, mais BackerKit, qu'on voit un peu moins souvent que les deux autres, mais quand même, il s'agit de One Deck Dungeon, avec sa nouvelle itération intitulée Relics of the Forge, les reliques de la forge. Relativement facile comme traduction, et pour l'instant sur BackerKit le projet se porte plutôt bien avec 1580 backers, 46 jours avant la fin de la campagne très longue, 1 mois et demi, et déjà 117 000 $ d'engrangés. C'est un nouveau projet pour Asmadi Games que vous connaissez peut-être pour notamment déjà les autres épisodes de One Deck bien sûr, mais aussi pour Agency qu'on avait vu sur le menu crowdfunding il y a de ça environ 2 ans, ou encore pour Innovation, dont ils avaient fait une version Ultimate il y a environ 1 an, avec 3600 backers quand même à l'époque. C'était une belle campagne. Bref, c'est un éditeur assez renommé, qui ne passe pas que par le financement participatif, hein. On a l'impression qu'ils n'ont fait que 3 projets, mais ils en ont bien d'autres avant ça. Et donc ils reviennent avec One Deck Dungeon à nouveau, qui en est à son 3e, 4e itération. C'est un standalone, hein, vous n'avez pas besoin des précédents jeux de One Deck Dungeon, de la série de One Deck Dungeon, pour ce jeu solo slash coop. Il est quand même particulièrement connu dans la sphère des solistes, on va dire, des joueurs solo. Mais il est jouable aussi en coop, hein, donc ce jeu de dungeon crawling, on va dire, dungeon crawler, avec différents personnages asymétriques, brassés de dés, c'est le 4e épisode, c'est ça, 4e épisode, des brassés de dés dans tous les sens, des ennemis sur lesquels vous allez devoir disposer des dés en fonction de la couleur et aussi du chiffre inscrit dessus. Parfois certains sont optionnels, d'autres sont absolument obligatoires. Si vous les vainquez, vous pouvez aussi ajouter des petits logos à votre personnage pour le rendre plus puissant, pour qu'il ait encore plus de dés utilisables au fur et à mesure qu'il progresse dans le donjon. Ça a l'air d'être relativement similaire aux autres épisodes précédemment sortis. Qu'est-ce qui vient vraiment le différencier des autres? J'imagine qu'il y a des nouveaux effets, de nouvelles compétences par exemple, mais fondamentalement on reprend quand même des principes qui marchaient sur les précédents épisodes. Du dungeon crawler, des ennemis divers et variés asymétriques qui vont aussi vous permettre de choper du loot pour rendre votre personnage encore plus puissant. De ce point de vue là, je vois rien de particulièrement très novateur, très révolutionnaire on va dire, mais bon, si c'est bien foutu, ma foi, pourquoi pas. J'imagine qu'ils ont ajouté un petit coup de polish sur chacune des itérations de One Deck Dungeon depuis le premier épisode, et du coup c'est certainement encore mieux maintenant, j'imagine, avec en plus quelques petits ajouts de mécanismes, j'imagine, qui n'étaient pas présents au préalable. Et de nouveaux tokens, par exemple le token crit pour faire des coups critiques, des tokens de boost, des tokens de cristaux. You can spend crystal to activate your relics ultimate. D'accord. Vous pouvez utiliser des tokens de cristal pour activer votre attaque ultime. Ok, donc il y a aussi des attaques ultimes. Je me souviens plus si c'était le cas pour le premier épisode. J'avais le premier épisode il y a très longtemps, j'ai joué 3-4 fois, mais en fait je trouvais ça moyen bof et je m'en suis débarrassé assez rapidement. Les nouveaux héros avec Smith, Thrasher, Flamberge et Shade, vous voyez qu'ils ont chacun un set de dés de départ différents, bien sûr, avec donc cette compétence asymétrique, ces dés de départ, cette configuration de départ qui est asymétrique également. Et vous avez aussi dans cette campagne The Vault, une grosse boîte qui vous permettra de contenir les 4 épisodes en une seule et même boîte, telle que vous le voyez sur ce petit GIF animé. Un GIF c'est toujours animé, je suis un petit peu con. The Abyssal Trove, qu'est-ce que c'est que ça? Includes Abyssal Death Mini Expansion, ok, des héros promo, donc des cartes de héros supplémentaires, il y en aura 3 apparemment, des cartes de donjons promo également, Artifact Quests 2.0, ok, 20 cartes de Escape Mode supplémentaires, livret de règles pour 3 à 6 joueurs, ok, il y a un pledge avec des petits éléments de promo supplémentaires on va dire. Les pledge levels, Relics 25 $ pour le jeu seul, Relics Deluxe pour avoir des cartes waterproof, donc j'imagine que ce sera du PVC, un petit peu façon Cheap Theory Games j'imagine. Vault, donc c'est la totale de One Deck Dungeon, donc le jeu de base, Forest of Shadows, Relics of the Forge et The Abyssal Trove, le tout dans la grosse boîte apparemment.
Vault Deluxe avec les waterproof, 130, ça fait quand même 50$ de plus pour avoir les cartes en PVC, c'est quand même très très cher. Et sinon en add-on, vous pouvez prendre aussi la grosse boîte vide qui vous permettra de loger les 4 en une seule et même boîte pour 12$ éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Ensuite, ma foi, pour le shipping, Canada 10, 20, 30 en fonction de ce que vous choisissez comme pledge. Il en va de même pour l'Union Européenne, 10, 20, 30. Et puis pour nous au Japon, ce serait 15, 30, 45, ça coûterait un poil plus cher. Et voilà, c'est après tout ma foi pour ce qui est de One Deck Dungeon, Relics of the Forge, 4e itération de la série. Pour l'instant, la campagne se porte bien avec 1580 backers, 46 jours avant la fin de cette longue campagne. Pas de VF durant la campagne, attention. Il y avait des VF pour au moins 2 des 3 autres épisodes sortis jusqu'à ce jour, au moins, peut-être même les 3. Donc à mon avis, à terme, on aura certainement une VF pour celui-ci également. Mais en tout cas, durant la campagne, de ce que j'ai pu en voir, même dans la FAQ, je crois pas qu'il y ait de mention concernant les langues disponibles. Non, il n'y en a pas. Donc à mon avis, il faudra attendre une sortie boutique certainement pour une VF de One Deck Dungeon, Relics of the Forge. Voilà donc pour cette semaine du menu crowdfunding, je vous l'ai dit, hein, c'était relativement court, j'en suis à 43 minutes d'enregistrement, je pense qu'il n'y aura pas des masses de montage à faire non plus, donc bon, j'ai tenu à peu près mes délais pour une fois. Du coup, on se retrouve bien sûr très prochainement sur la chaîne des Ludovoirs pour encore plus de nouvelles vidéos. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, il n'y aura pas d'autres vidéos que le menu crowdfunding, mais très bientôt, il va falloir qu'on fasse 1, 2, 3 autres nouvelles vidéos incessamment sous peu. On va essayer de profiter des dernières semaines de vacances de la fac qu'il nous reste avec Xavier. Pour l'instant, c'est un petit peu galère. Pour être tout à fait honnête, là je sors d'une semaine entière où c'est un peu la semaine de vacances pour tout le Japon quoi, en gros. Et du coup même la crèche était en vacances, donc j'ai dû m'occuper de mon fils tous les jours. Et du coup je ne pouvais pas accueillir Xavier pour jouer, donc ça fait une semaine que je m'emmerde un peu. Enfin je m'emmerde, non. Mon fils est adorable, on s'éclate quand même. Mais bon, je tire pas tellement profit des vacances pour jouer avec Xavier malheureusement. Mais bon, on s'amuse autrement. Allez, sur ce, je vous passe les détails de ma vie quotidienne avec mon petit garçon adorable malgré tout, qui est en train de faire sa sieste. Et on se retrouve très prochainement sur le nouveau menu crowdfunding, le numéro 148, bientôt 150. Soyez prêts, il y aura peut-être un truc spécial, je ne sais pas, je verrai, on verra. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et à la prochaine!